Très bien, bonjour à tous, bienvenue à cet événement Ready for IT. Alors je donne 2-3 détails parce que c'est enregistré, je n'ai pas tout à fait compris pourquoi. Peut-être qu'il y aura un replay. Bienvenue à cette table ronde dont le titre est DSI 2024, il est le beurre, l'argent du beurre. Dans mon français à moi, on dit et le sourire de la crémière, je ne sais pas comment on fait chez vous, et la crémière. Il sait tout faire. Le sujet est bien la multiplicité des expériences de nos amis DSI. Une règle absolue pour tous ceux qui sont ici, on est en règle Chatham House. Donc il y a ceux qui comprennent ce que ça veut dire. Pour les autres, pas de rediffusion des propos qui sont tenus par qui que ce soit ici sans leur autorisation expresse. Donc le mieux, c'est de ne pas rediffuser. On est une petite salle, on peut se parler les uns les autres facilement. Mais s'il vous plaît, aidez nos intervenants à rentrer tranquillement chez eux lundi matin sans se faire pendre dès la porte d'entrée par la com qui n'attend que ça. Vous savez tous ce que ça veut dire. Donc voilà, ça leur permet à eux d'être détendus. Ça vous permettra à vous d'être demain peut-être sur cette estrade à leur place. Avec nous, Laurent Primo, qui est chez Zoomalia, directeur technique, qui nous donnera plus de détails. Benjamin Serre, qui est CTO dans une entreprise que tu nous décriras, plutôt chimique. Et Julien Villecros, qui est DSI du groupe Stelliant. On va faire rapidement, Julien, Alors, vous êtes d'accord, on va tous se tutoyer, hein, c'était ça l'idée. Juste nous déterminer ton périmètre, parce que les périmètres sont très très différents entre nos trois intervenants, donc il faut bien comprendre la position de chacun. Julien, si tu peux nous décrire ton périmètre d'intervention, en tout cas IT ou business. Alors, du coup, je suis le directeur des systèmes d'information du groupe Stelliant, qui est un des acteurs majeurs du service à l'assurance en France. Le périmètre couvre tout ce qui est digital, de la sphère du collaborateur à doter l'ensemble des métiers et des sociétés de la boîte des systèmes de gestion qui sont nécessaires au bon fonctionnement et à l'atteinte des objectifs clients, en passant par tout ce qui est sécurité et data. Combien d'utilisateurs et combien de budget annuel à peu près, pour nous donner une idée de... Le groupe, c'est environ 3000 collaborateurs. Il y a à peu près 60 personnes à la DSI, 70 personnes sur la filière SI, on va dire. Et le budget de la DSI, c'est ça aussi sur les années entre 20 et 22 millions en fonction des résultats. Merci beaucoup, Julien. Benjamin, de ton côté, activité? Oui, activité, donc CTO au sein d'une société qui travaille dans les arômes et les senteurs, qui est essentiellement une société familiale de plus de 150 ans, qui est pas loin d'ici, donc je suis un peu le local de l'étape, je suis chanceux. Société donc internationale, 7500 collaborateurs. On est grosso modo implanté un peu partout à travers le monde. La société, elle est faite entre 1,7 et 1,8 en milliards en termes de chiffre d'affaires. Et le budget de l'IT pour une DSI qui fait 450 grosso modo employés, voilà, ça dépend les années, mais entre 120 et 150 millions. D'accord. Laurent, donc toi, autre taille, Zoomalia, on connaît pour ceux qui ont des chiens et des chiens, je crois. Moi, en tout cas, je connais. Donc nous, on est un site... Ça va marcher. Ça va marcher. Ça marche. Site internet de vente d'accessoires et d'alimentation pour animaux. On a aussi un réseau de 37 magasins. On est du coup un petit groupe de 300 personnes. On fait un chiffre d'affaires là, cette année qui a été conclu à 93 millions d'euros. Et on a une équipe IT au sens large d'une quinzaine de personnes. Voilà. Sachant que quand j'ai démarré il y a 8 ans, on était 4. Donc le périmètre, c'est la sécurité informatique, les équipements informatiques de travail, l'équipe de développeurs, parce que du coup on développe nos propres sites web et solutions logistiques. Et donc on a toutes les facettes de la sécurité informatique à gérer dans cette équipe-là. D'accord, donc pour entrer dans le vif du sujet, de ton côté Julien, une année de DSI, une vie de DSI, c'est quoi ? Est-ce que c'est l'autoroute du kiff, comme dirait l'autre, avec un plan structuré, comme on voit par ailleurs, un schéma directeur, une vie qui roule tranquille, ou à quoi ça ressemble la vie d'un DSI sur une année ? C'est assez tumultueux, surtout 2023-2024, où on a beau faire des plans, des roadmaps, avoir un cap. Bien souvent, il suffit d'un mail d'un client ou d'une inflexion du marché ou une problématique géopolitique pour tout mettre par terre. Je dirais que voilà, la vie du DSI change profondément depuis 2 ans, avec des impacts exogènes qu'on n'avait pas avant à prendre en compte. On pouvait avant peut-être mener une vie technique tranquille, comme tu le dis. Désormais, c'est plus le cas. Et c'est un bien ou c'est un mal ? C'est un challenge
Par contre, je dirais que pour le DSI, son évolution de carrière et également, je dirais, au niveau intellectuel, pour l'évolution intellectuelle, parce qu'on ne fait pas non plus ce travail juste parce que c'est un travail qui est intéressant, c'est que ça nous permet aussi de gagner aussi sur certains périmètres qui nous tiennent à cœur. Je dirais que ça nous fait grandir. Obligatoirement, ça nous fait grandir parce qu'on traverse une quantité innombrable de crises qui nous obligent à nous remettre en cause en permanence. D'accord, donc le changement, comme on dit en anglais, est le nouveau normal. Être capable de changer tout le temps, vite. Exactement. Donc il y a quelques années, tout le monde avait le mot résilience à la bouche. Bon, là, la résilience, elle est permanente. C'est du temps réel. Donc du coup, en fait, il faut juste s'adapter et changer. Et question incongrue, on est équipé pour, tu es équipé pour, tu te sens à l'aise dans les moyens que tu as, dans la politique que tu as prévue, dans les people, pour, ou au contraire, c'est un état de souffrance permanent parce que l'impact, il est vraiment négatif sans arrêt? Alors, si tu m'avais posé la question il y a quelques années, j'aurais dit que j'étais en réelle souffrance et que c'était une catastrophe. Il se trouve que j'ai eu la chance de traverser des crises assez complexes. Donc, du coup, j'ai dû avoir cette prise de recul et regarder comment faire. Et donc, je dirais qu'aujourd'hui, je suis en train de mettre en place les outils, les méthodes, la gouvernance qui va me permettre d'affronter, de maîtriser un peu plus ces changements et d'anticiper ce qu'il peut y avoir aussi au tournant. D'accord. Donc chez toi, on comprend le gros impact, c'est l'impact utilisateur extérieur, l'impact marché qui vient bouleverser. Benjamin, donc toi, tu es très B2B2C, donc c'est complexe. Benjamin, toi, tu es plus en B2B très étendu. On est plutôt en B2B, B2B étendu, avec des problématiques qui sont assez liées aux géographies, aux plaques. Rappel, on produit des arômes, des senteurs en fonction de besoins clients. Un exemple, la mandarine en Chine n'a pas le même goût que la mandarine en Afrique du Sud ou aux États-Unis. Donc un jus de mandarine n'aura pas forcément la même conception chimique à l'arrivée. Donc il faut garder ça en tête. L'idée, c'est de produire quand même des parfums autant pour la fine fragrance, pour nous messieurs, vous mesdames, mais autant produire des chips aromatisés ou d'autres produits divers et variés que vous utilisez dans votre quotidien potentiellement pour vous laver les cheveux ou vous laver les chemises. Donc on est sujet quand même à une problématique très internationale de nos clients qui n'ont pas les mêmes us et coutumes. Et donc de ce fait, bien entendu, tous les impacts post-crise que l'on a vécu récemment et qui ont des répercussions diverses et variées, ne serait-ce que les problématiques d'augmentation des coûts de nos matières premières ou de l'électricité, c'est quelque chose qui nous impacte, nous, en tant que, alors bien entendu pas DSI, mais au sein des nouvelles technologies de l'information, parce qu'on est clairement confronté à ces problèmes-là à travers le métier. C'est leurs challenges deviennent nos challenges. Encore plus que ce qu'on pouvait l'avoir par le passé. En se parlant un petit peu avant cette réunion, tu me disais, on a parfois des petites constatations de Shadow IT. Il y a des métiers qui sont capables de progresser assez vite sur des solutions IT et de venir te voir en disant maintenant il faut que ça marche. Regarde, l'avènement de ChatGPT, tout le monde a ce mot-là à la bouche, tout le monde veut en parler, tout le monde veut découvrir ce que c'est, tout le monde y a accès. Ok, comment vous légiférez ça au sein de vos entreprises? On ne va pas parler d'IA tout de suite, mais le Shadow IT naturellement dit vous nous avez mis à disposition la solution Teams avant Covid, top, on a pu passer à travers les mailles, on était bien. Par contre, on a vu que Teams m'offrait peut-être des applications, peut-être une manière de concevoir mon métier, vraiment mon cœur de métier, peut-être différemment, en mettant du digital et en étant meilleur. Bon, là, je vais, avec mes idées, y répondre. Mais comment je vais plus loin maintenant? Comment vous m'aider à passer à l'échelle? Ce Shadow IT, à l'époque, on voulait le combattre. Je pense qu'aujourd'hui, il faut que ça s'en serve comme une force. Travailler avec ces personnes du métier. Donc voilà, c'est comme ça aujourd'hui que nous, on appréhende le quotidien avec les personnes du métier. Notre métier de l'IT travail, on ne parle plus d'IT au sens large, mais comment on va au mieux accompagner les métiers. Donc pour toi, gros impact métier, évolution des métiers. Très très gros. Laurent, chez toi, donc vie de retail et en ligne et en brick and mortar. Est-ce que l'année est tranquille, paisible, ou est-ce que toi aussi régulièrement, tous les mois, tous les 3 mois, tous les 6 mois, il faut que tu envoies tous tes plans et tu te mettes à jour? Alors l'année n'est pas du tout tranquille évidemment, mais elle est surtout guidée par, alors pour nous, du coup on a le B2C, on a le B2B et on a nos propres équipes. Donc elle est guidée par les réglementations. Où là on voit bien à notre dimension que quand il y a des réglementations qui tombent,
c'est pas la peine de tenter d'improviser ou de trouver la perle rare qui connaît déjà le sujet. Il faut aussi construire une stratégie, une démarche, se faire accompagner et se renforcer indirectement au niveau des équipes. Et parfois, on a des petites perles rares qui émergent et qui, du coup, s'identifient comme pouvant porter un sujet et nous soulager un peu de la charge. Et ça, ça se fait au niveau de la partie e-commerce avec la protection des données des clients. La partie interne, réseau de magasins, où la partie infrastructure, mécanique serveur, elle est vraiment très complexe. Et au niveau des équipes en interne, ou aussi sur des structures comme ça qui ont beaucoup évolué à travers les années, il y a tout un tas d'éléments qui doivent se fiabiliser, se procéduriser, et qui fait que en permanence, on a beau avoir un plan à 6 mois, ça ne va jamais au-delà, parce que du coup, on doit s'adapter à tous ces changements, sans parler des changements qui ont été évoqués, problèmes géopolitiques, inflation, tout un tas d'éléments qui vont jouer sur le pouvoir d'achat, qui vont venir changer la stratégie commerciale aussi de l'entreprise. Et donc, on doit sans arrêt du coup être très très proche des équipes métiers qui, un peu comme, ça me rassure, dans les grands groupes ça marche aussi, viennent vers nous avec des solutions miracles et qu'ils ont envie d'utiliser et qu'on est obligé d'accompagner plutôt que de gendarmer parce que ça devient plus du tout gérable. Donc Nice 2, GDPR, donc tu y es, j'imagine. Toutes les règles du retail et de l'e-commerce, tu y es aussi. Nice 2, tu y vas. Nice 2, on est en train de l'étudier, justement. Si je fais des salons comme ça, personnellement, c'est précisément pour avoir différents sons de cloche de mes homologues, des gens qui peuvent apporter cet accompagnement au niveau des prestataires et qui vont nous aider à construire cette stratégie. Voilà, donc toutes ces facettes un peu de ce type de réglementation. On est en train de finir les réglementations d'avant déjà et on est en train de préparer le plan de la suite. Donc voilà, pour nous, c'est jamais du repos, mais on a survécu à 4 ans compliqués, un peu comme tout le monde. Et du coup, on voit tout ça comme plus des challenges et des opportunités et des choses qu'on affronte avec beaucoup plus la tête haute qu'à une époque où il fallait baisser la tête et foncer et essayer d'y aller un peu comme on pouvait, quoi. Très bien. Julien, comment on fait avec sa direction générale quand on a ces changements qui arrivent brutalement? On ne te le souhaite pas, mais on imagine que ça arrive. Comment ça arrive quand c'est pas dans le budget, quand c'était pas prévu? Alors Nice 2, GDPR, tout ça c'est prévu, c'est des choses qu'on voit arriver, enfin dans la théorie. Par contre, effectivement, les Covid et tout ça, on les voit pas arriver. Comment on négocie avec sa gouvernance pour pouvoir rester souple et agile et survivre à tout ça? Alors, pour pas que ça se passe dans la douleur, il faut absolument que le DSI il arrive à pivoter, changer sa posture, changer son approche pour pouvoir, je dirais, expliquer de manière simple. On est des techs, on est des informaticiens, en tout cas c'est l'angle de vue, le prisme de vue d'un actionnaire ou d'un directeur. Donc il faut arriver à comprendre déjà l'agenda de l'entreprise, comprendre l'impact que ça peut avoir pour les clients. Et à ce moment-là, quand on se met dans cette posture-là, c'est plus facile. Je dirais, c'est pas gagné, mais c'est plus facile de faire entendre, en tout cas à un board, le fait qu'il y a une situation qui va devoir remettre en jeu certaines priorités qui étaient définies dans un plan, qui a été peut-être présenté maintes et maintes fois, mais aujourd'hui on ne peut pas tout faire, on a des moyens limités, et au lieu d'être perçu déjà de changer la perception de centre de coût, c'est expliquer qu'on est capable de réfléchir en tout cas les roadmaps ou les projets qu'il peut y avoir, ça dépend de la taille de l'entreprise, mais tout en ayant quand même dans l'esprit le fait que l'entreprise entière doit continuer de fonctionner, qu'on doit servir le client. Quand on a ça en tête, qu'on arrive avec cette approche héroïste aussi, on est capable de dire voilà, mon projet il doit passer dans les autres parce qu'il va rapporter, alors que la plupart des autres projets, c'est pas encore établi que ça rapporte quoi que ce soit. Quand un DSI il arrive avec ces atouts-là, ça nécessite du travail, ça je peux vous le confirmer. Quand vous avez construit ça, c'est plus facile. On peut convaincre. C'est pas ce qu'on apprend dans les écoles de DSI de faire tout ça. C'est pas ce qu'on apprend dans les écoles d'ingénieurs. Rassure-moi, moi qui ai plein d'ingénieurs autour de moi et qui ne le suis pas, c'est pas ce qu'on apprend dans les écoles. C'est l'expérience de la vie, c'est la patine de l'expérience qui parle là. Alors, ça fait un petit moment que j'ai sorti de l'école, donc je ne sais pas trop quelles sont les formations actuelles, mais il n'y a pas de formation de DSI. Il n'y a pas de diplôme de DSI. Un DSI, déjà, c'est très propre à sa structure. Dans le retail, dans l'international, dans le secteur de l'assurance et la finance où je suis, on a tous des spécificités qui sont liées à nos métiers. On ne doit pas maîtriser les mêmes choses. Par contre, effectivement, ça s'apprend. Ça s'apprend comment je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'intérêt aussi intellectuel de la chose qui fait que les DSI sont en train de changer de posture et de toute façon sont voués, avec leur évolution, à ne plus être que simple DSI, je dirais, plus que de personnes juste techniques. Donc, on apprend sur le tas et on apprend surtout au contact des métiers et de la direction.
il faut écouter. Benjamin, toi, tu es monté au board pour justement réfléchir ou modifier un budget. Comment ça se passe? Alors, sans rentrer dans ce détail-là, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Honnêtement, il n'y a pas de formation pour ça. Il y a beaucoup de bon sens. Et je pense que c'est ce qui doit nous dicter au final notre chemin. Porter des convictions. Par contre, les convictions, ça s'étaye. On doit toujours montrer de la valeur. Voilà. Et surtout quand on parle métier, la valeur elle n'est pas que financière. Moi, je l'apprends encore plus au sein d'une société familiale. Souvent, dans la société familiale, on se met au bord d'une table et souvent, on n'est pas convié à la table parce que ça se passe le dimanche quand ils sont en train de manger au sein de leur famille et la décision, elle se prend là. Donc, les vrais challenges, ils sont aussi pour nous d'amener une vision un peu différente de ce qu'est l'IT. On ne livre pas des boîtes, on ne livre plus des boîtes. En fait. Et donc, c'est ce momentum-là qu'il faut qu'on arrive à faire évoluer et qui est notre quotidien aujourd'hui. Voilà. Laurent, de ton côté, merci. Laurent, de ton côté, évolution du budget, réfléchage, changement de priorité, ça se fait comment le dimanche après-midi au café chez la famille machin, là, dans le Nord, il y en a quelques-uns. Non, ça se fait plutôt entre 17 et 19 heures quand on se croise dans les bureaux et qu'il n'y a plus personne. Non, concrètement, souvent les structures comme les nôtres sont aussi guidées par des anciens tech ou des anciens développeurs. Quand un modèle de société repose complètement sur les technologies d'Internet et du web, généralement, nous, on a eu la chance d'avoir quelqu'un qui comprend. Donc là où il est à 300% ROI sur à peu près tout autre investissement, dans un cas comme le nôtre, il y a une chance il comprend, il comprend aussi la technique et les raisons. Donc, il faut lui vendre un coup, il faut lui vendre un vrai intérêt de solution et une modification de budget parce que on a beau essayer d'anticiper, c'est pas toujours évident d'arriver avec une anticipation juste d'un budget de ce type-là, surtout quand on démarre vraiment les démarches et les plans d'action autour de ça. Mais voilà, c'est des contextes où c'est un peu plus favorable, il y a moins d'attentes au niveau de nos services IT en matière de ROI. C'est plus réceptif au niveau de risque, voilà, concrètement. Parce que c'est ce qu'on nous vend beaucoup dans ce genre de salon. On nous vend la valeur du risque et donc on vous vend une solution qui est pondérée par la valeur du risque. C'est compliqué à mettre sur la table, malgré tout. Voilà. Dans des contextes comme ça, la personne peut mieux l'entendre. Mais des fois, c'est des débats purement techniques aussi, sur l'approche technique de la manière de se protéger, de mettre en place les choses. Et là, on est sur des discussions plus longues et beaucoup plus poussées parce que c'est un ancien tech aussi. Donc, il faut arriver, comme l'a dit Julien, extrêmement préparé et finalement clôturer, avoir anticipé la plupart des questions et des obfuscations et de fermer la porte à chaque fois avec une réponse extrêmement concrète et maîtrisée. Puis, généralement, après, ça va tout droit. Ok. 3 petits sujets que je donne à votre examen. La presse et les réseaux nous inondent de mode. Donc, il y a 3 sujets à la mode en ce moment. Je veux savoir comment ils vous impactent. Donc, l'IA, le réglementaire NIS 2 ou GDPR, et la souveraineté. Comment toi, Julien, je vois que tu souris à l'IA, peut-être pas au règlement, je ne sais pas. Ces 3 sujets de mode qui vous sont amenés le lundi matin par ceux qui lisent les journaux, ils sont plus nombreux, mais par ceux qui ont bricolé le week-end à la maison sur ChatGPT, le règlement parce qu'il y en a un qui s'est fait avoir dans le quartier, la souveraineté parce qu'on en parle de plus en plus. Est-ce que c'est des effets de mode qui viennent vous impacter ou est-ce qu'on peut vivre sans ces impacts-là, sans ces suggestions-là ? Si on n'est pas à la mode, on n'est pas DSI. Il faut être à la mode parce que sinon. Oui, mais on peut DSI dire que on l'IA nous enlève l'étoile de n'impacte pas, shérif. on peut dire ça aussi. Alors on nous enlève l'étoile de shérif, sinon. Donc il faut être à la mode, c'est ça le sujet. Il faut être à la mode. Il faut être à la mode et il faut se tenir au courant. Il faut se tenir au courant. Et je trouve que la plénière, elle était très bien, l'introduction de notre événement. C'est qu'il faut démystifier tout ça. L'IA, c'est le nouveau nom de l'automatisation. Donc on est entre technique, on est entre DSI. Voilà, on va juste automatiser avec des algorithmes qui sont un peu plus poussés où on aura appris des choses. La vision du board, c'est super, je vais mettre une IA, je vais licencier tout le monde demain et en fait, l'EBITDA, il va grimper au plafond et c'est super. Donc en fait, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Parce qu'on pourrait licencier des membres du board pendant qu'on est Oui, on pourrait parce qu'on pourrait quelques-uns. Ouais, on pourrait commencer. J'espère que c'est pas enregistré parce que sinon ça va être compliqué. Il y a quelques-uns qui veulent y passer. Il faut oublier que l'argument est à double tranchant. Non, mais sans rigoler, en étant plus sérieux, la problématique, c'est que ça met une pression énorme sur tous les DSI, les RSSI. Parce que le dimanche, ils ont discuté, ils ont dit c'est super, mon cousin il a fait une IA, t'as vu, il a fait un truc super, si on fait ça dans la boîte, ça va être génial. Il y a du bon et du moins bon. Je pense qu'il ne faut pas tout jeter.
Je pense qu'il faut s'en servir, comme tu l'as dit, d'une opportunité. C'est l'opportunité, finalement, l'IA, de reprendre la main sur le Shadow IT dans les entreprises. Parce que l'IA, c'est un des seuls sujets, ça intéresse tout le monde. Les jeunes, le week-end, les amis, les gens qu'on connaît dans le perso, au travail, ça va toucher tous les secteurs de la société. Ça n'aura pas les mêmes impacts à tous les niveaux, ça il faut être très clair, parce que pour ceux qui ont déjà déployé l'IA, j'ai déployé ChatGPT en début de semaine pour faire plaisir à une partie du board, mais également pour des early adopters, parce qu'eux ils en ont besoin. Ça coûte super cher, il y a intérêt vraiment de faire des trucs utiles, parce que c'est pas sûr qu'il y ait un ROI de suite. Donc je pense qu'il faut bien saisir aussi que c'est une opportunité, et donc voilà, il faut dire ok, je vais m'appuyer sur la mode pour aller dans le sens du board, de dire oui, ne nous laissons pas distancier. Soyons concurrentiels, mais en même temps, gardons la tête froide. Ensuite, pour les deux autres effets de mode, la réglementation, moi par exemple, je ne suis pas forcément touché par les mêmes réglementations dans le secteur de la finance et l'assurance. J'ai Solvency, il y a Dora, voilà, c'est pas bien Nice. équipé quand même. Oui, mais c'est pas Nice 2, quoi. Cela, pour l'instant, je laisse de côté. Donc voilà, mais les autres, effectivement, m'affectent énormément. Je dirais que j'ai pas le choix. C'est ce que disait Laurent, c'est pas un effet de mode, c'est pas le choix. Donc il faut prendre en charge, quoi. Benjamin, merci. Dans l'entreprise qui m'emploie, on a une phrase qui pourrait résumer tout ça. L'IA, c'est le sport le plus marrant pour l'apéro depuis qu'on a inventé la pétanque. Ça sert principalement à ça. Et on peut faire la pétanque. On peut faire la pétanque aussi. Benjamin, chez toi, donc les impacts de ces effets, de ces courants de mode ou pas de mode. Tu as deux aspects. La partie intelligence artificielle, comme chez beaucoup, mais beaucoup d'entre vous, vous le ressentez comme un buzzword, c'est certain. Ça commence à arriver, et vous avez deux approches. Soit vous le prenez à la rigolade en disant mec, on fait des maths depuis des centaines d'années, arrête avec ça. C'est juste une manière un petit peu plus accélérée pour amener de la valeur. Donc on remet un peu le contexte en situation. Ou sinon, on les accompagne, et c'est ce qu'on a fait. Et on leur fait prendre conscience qu'en fait, utiliser des technologies, pour amener de la valeur, il faut avoir l'ensemble de la compréhension du sujet et où est-ce qu'on veut aller. Ça me fait penser à quelque chose que j'ai réussi à mettre en œuvre avec les équipes industrielles, donc la Manuf 4.0 là. Ils ont lancé tout au niveau d'un des sites qui est le site pilote industriel, un des plus gros sites dans le monde, l'idée de faire un pilote industrie 4.0 pour être la vitrine. On a des idées, on en fait un laboratoire, on les passe à l'échelle et on amène de la valeur en mettant soit une application, soit en mode nice to have, donc tu l'as sur étagère, soit en mode mandatory par le groupe parce qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et ils sont arrivés en disant tiens, nous on a ces données-là, on les collecte, on va les implémenter à travers un environnement et on va en sortir quelque chose. Et on est arrivé après 8 mois de travaux à des coûts et des TCO juste incroyables, des valeurs qui étaient faussées à l'arrivée parce que les valeurs en entrée n'étaient pas bonnes, donc ça veut dire qu'on ne maîtrisait pas notre donnée. Donc on a fait un step back, on a dit les gars, on vous accompagne, voilà la bonne approche. Et donc on est parti sur une meilleure appréhension de quels étaient les besoins réellement, d'appréhender la technologie avec des bases. Si vous voulez faire de l'IA, peut-être on va commencer à parler un data lake sur le cloud public. On va aller chercher une vraie puissance de calcul. Après, on va se poser des questions sur la donnée en sortie naturellement quand on va l'exposer, est-ce qu'elle est valable ou pas. Et à partir de là, on va commencer à regarder quels sont les vrais services IA, jusqu'à aujourd'hui à penser à mettre un produit IA au profit de nos consommateurs que l'on va développer nous. Donc je pense que c'est tout cet enjeu-là, d'écouter les gens qui en parlent, de voir ceux qui ont plus l'appétence à le mettre en œuvre et de les accompagner dans cette démarche-là pour bien mettre la bonne gouvernance qui aura du sens sur le long terme. Merci. Laurent, de ton côté, IA, réglementation, souveraineté, je vous ai pas entendu, on y reviendra, Benjamin. C'est les sujets qui t'arrivent dessus le lundi matin ou après la pétanque ou pendant Non, la réglementation, elle arrive un peu de différents côtés, d'ici déjà. Ça fait quelques années que je le fais, donc c'est moi qui ramène ça à la maison, au travail. Parfois c'est pareil. Du coup, sur ce côté-là, il y a eu ça. Le côté réglementaire au niveau e-commerce, il vient en permanence, naturellement. On a des équipes métiers qui sont vigilantes aussi. On a des équipes qui veillent au grain à ce niveau-là. Donc, ça vient dans ces deux canaux-là et on le traite, on modifie nos plans, on s'adapte. Ça n'a pas été un gros sujet, si ce n'est de valider les budgets.
Une fois que ça c'est en place, derrière on est plutôt en logique métier, en logique projet. Et là clairement tout le monde se pointe avec de l'IA. On a un PDG qui est tech, donc qui favorise aussi cette découverte. Il demande à ce qu'on fasse venir des intervenants, etc. Donc il y a une grosse ouverture d'esprit. Et là on a 2 écoles. On a les réfractaires, ça a piqué mon boulot. Donc, référencement naturel, IA, tout ça, c'est des gros débats sympas en interne. Ou les pro IA, parce qu'ils en font plein déjà tout le temps, ça leur fait déjà gagner du temps, et il faut plutôt qu'on les éduque à bien le faire, sachant qu'il faudrait déjà qu'on ait eu le temps et le recul de pouvoir être référent et pertinent pour donner des conseils à quelqu'un. Donc voilà, nous, la transformation, elle s'est faite beaucoup là-dessus, et en plus, on dirige un service de dev. Donc là, le dev, il a besoin de personne, il souffle ses trucs, il fait toute sa popote, et un jour, on découvre que ça fait 6 mois qu'il en fait. Donc là, c'est travailler aussi à finalement normer, faire des ateliers collectifs, faire en sorte qu'on ait une manière un peu plus maîtrisée et commune de l'utiliser, et finalement de faire de l'échange interservice aussi pour, avec les gens des équipes catalogue ou des équipes référencement, puissent échanger avec les devs, parce que ça n'est que des technologies de langage, de génération de langage, donc que ce soit du code ou de l'écrit français naturel ou espagnol d'ailleurs. Ça reste la même chose sur le fond, et la manière de travailler avec est à peu près globalement la même. Donc voilà, c'est comme ça que ça nous a impacté chez nous. Benjamin, souveraineté, ça t'avait fait réagir? Ouais, ça m'a fait réagir. Moi, je suis, alors je dirais pas que je suis un pro cloud, mais je pense que le cloud aujourd'hui est quelque chose qui doit être, doit faire partie de notre culture et d'un accompagnement pour ces réponses technologiques que l'on doit donner au métier. On se cache souvent, et encore plus quand on est une société familiale, surtout quand on ne connaît pas ce qu'est le cloud. Derrière, souveraineté. Et en fait, moi j'ai un petit laïus que je fais sur une dizaine de slides qui est pas simple sur tout ce qui est Patriot Act et Cloud Act. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui, je pense qu'on n'aurait pas le temps. Mais je pense que c'est important tu le disais, démystifier entre guillemets tous ces mots un peu grossiers, un peu vulgaires qu'on utilise sans savoir. Et rappeler aussi que potentiellement au sein de nos propres data centers, sans parler de cloud, la problématique de confidentialité de notre donnée liée à potentiellement une souveraineté que l'on pourrait confronter, elle existe déjà. Et donc oui, c'est quelque chose que j'ai au quotidien, qu'on n'appelle pas souveraineté chez nous, mais qu'on appelle le cloud, c'est pas beau. Typiquement, donc il faut trouver les bonnes astuces au fur et à mesure. Moi j'ai, je vous le dis, 18 mois à me prendre des plombs dans l'aile. D'ailleurs Ginelle qui commence à faire un peu comme ça, parce que j'avais le mauvais discours, et le discours a évolué en me disant mais en fait toi t'es CTO, c'est toi qui dois porter la stratégie de l'entreprise ou pas? Non, toi tu dois répondre à la stratégie de cloud de l'entreprise. Donc en gros maintenant j'ai adopté une approche différente. Je dois répondre à cette stratégie, hébergement data center, hébergement cloud. J'ai une approche produit pour les deux, automatisée, parce que c'est le sens de l'histoire. Et tout de suite, c'est plus caca le cloud. Désolé pour les termes. Avant de passer, Julien, j'imagine que tu suis les débats FISA, EUCS et ces choses-là, Secnum Cloud. Ça résonne un peu, ou c'est vraiment des trucs de spécialistes sur le cloud et la souveraineté américaine et l'extraterritorialité des lois? C'est pas arrivé chez tes utilisateurs encore? Non, ça n'est pas là encore, heureusement. En tout cas, moi, je m'inspire aussi de cela, parce que je pense qu'il faut quand même rester vigilant sur ce qui se dit. Après, tout n'est pas bon à prendre, donc il faut aussi arriver à toucher en fonction du public et en fonction du contexte. Julien, chez toi, souveraineté, ça réagit un peu aussi ou... Ça réagit beaucoup, parce que comme je l'ai dit, Stellian, c'est un des acteurs majeurs de l'assurance en France. On a des partenariats également en Europe et dans le monde. Et donc on est lié Enfin, nos clients, ce sont les principaux assureurs que l'on trouve. Un assureur, du coup, il y a plusieurs choses. Lui, il va être soumis à des réglementations. En tant que fournisseur, prestataire de service, nous on est prestataire de service, donc on est par définition soumis à la même réglementation. Donc déjà, on a la problématique de la territorialité. Donc ça veut dire qu'il y a des dossiers, ils ne peuvent pas sortir de la France. Il y a des dossiers, ça peut être toléré qu'ils soient en Europe. D'autres, vu la problématique, pas de problème, on peut le mettre n'importe où. Et il y en a encore d'autres, dès que ça touche quelque chose de plus proche de l'État français ou des infrastructures, là c'est Secnum Cloud obligatoire. Donc du coup, on est obligé d'avoir une approche avec un panel de services qui va nous permettre, en fonction de la prestation, en fonction, voire de la donnée
de pouvoir adresser ces besoins-là et de les mettre dans les bonnes cases. La problématique, c'est que tu as parlé il y a quelques minutes d'IA. Et ben, l'IA, ça ne marche que quand on a des données à mettre en commun. C'est le carburant. Donc il faut qu'elles soient généralement au même endroit. Et donc là, du coup, les DSI, ben, on a un super paradoxe. C'est que des données, j'en ai de partout. Elles ne sont pas forcément accessibles de la même façon. Elles n'ont pas forcément le même niveau de criticité ou de degré légal par rapport à la réglementation. Et c'est là où le casse-tête commence. Donc du coup, aujourd'hui, oui, on en entend parler. Et on a le RSSI du groupe, il a fort à faire parce que, comme tu le disais, il doit acculturer le juridique. Il doit parler au métier. Est-ce que tu es sûr que tu as besoin de ce claim? Mais tu vas stocker quoi? C'est quoi? C'est un dégât des eaux? C'est un dommage? Enfin, voilà, donc ça va être assez complexe. Et on doit répondre à tout cela. Donc on doit aujourd'hui, un DSI doit connaître toutes ces technos-là pour pouvoir les adresser en interne. Ok, très bien. Je crois qu'on a fait un peu le tour. Il nous reste un tout petit quart d'heure. On voulait absolument aborder un sujet. Les skills, les équipes, l'entraînement des équipes. Pour la plupart, vous êtes manager. Ce que vous n'aviez d'ailleurs pas appris en école d'ingénieur, une fois de plus. J'ai rien contre les écoles d'ingénieurs. Comment on fait? Comment on gère? Quelles sont les skills principales qu'il faut avoir, vous, pour survivre à vos boulots? Pas être réveillé toutes les nuits par une nouvelle question non résolue. Quels sont les skills qu'il faut trouver chez son équipe ou entretenir chez son équipe pour pouvoir faire face à cette grande agilité? Tu dis le changement, c'est tout le temps. Laurent, comment tu fais chez toi? Est-ce que tu détectes les gens à l'entrée? Est-ce que tu te forces à aller au-delà de ce que tu avais prévu en termes de skills? Ces 4 dernières années, on a beaucoup changé d'approche en matière de recrutement, clairement. On regarde moins la technique que la capacité à évoluer. Donc c'est quand même compliqué à identifier. Et donc là, quand on va chercher des profils plus avancés, on va vraiment étudier leur parcours, on va vraiment analyser finalement les rôles qu'ils ont réellement tenus dans leur parcours au-delà de la technique. Et quand on est sur des profils plus jeunes, bah là, ça passe par des partenariats avec des écoles, d'ingé plutôt, là, où effectivement, on va les détecter quand ils présentent leurs projets, quand ils font des soutenances. On y va vraiment plusieurs fois pour finalement avoir déjà repéré les profils et leur manière de se comporter au sein d'un projet. Parce que ce sont des écoles DG qui les mettent en situation projet, donc il y a déjà des rôles, il y a déjà des appétences qui se créent. Et on va vraiment maintenant chercher cette capacité à évoluer, à capter de nouveaux sujets et à nous soulager réellement, parce que nous, c'est notre passif en fait, hein. En tout cas chez moi et les gens que j'ai recrutés, on a grandi comme ça en prenant de plus en plus de sujets, en découvrant de plus en plus de choses, et maintenant on essaie de s'entourer, que ce soit dans les expérimentés ou les plus juniors, de gens qui auront ce parcours-là, parce que les gens qui sont trop académiques, qui cherchent vraiment à exécuter ce qu'ils ont appris et qui sortent pas du cadre, généralement au bout d'1 an et demi, 2 ans, ça plafonne et ça pose des soucis. Donc, socle technique, plus effectivement compétences personnelles. Benjamin, de ton côté, pareil, socle technique. Ouais, tu parlais du rôle du management, manager leader, servante leader. Tu vois, moi j'aime bien inculquer ça à mes équipes parce que je pense que c'est vraiment comment nous on doit se positionner, encore plus l'équipe infrastructure, CloudOps. Je te dirais qu'on a les mêmes problématiques, soft skills first et prendre des risques. C'est un peu quand tu vas ouvrir une voie en escalade, quand tu lances la main, tu sais pas si la prise va accrocher ou tu sais même pas si la prise y est. Par contre, tu y vas, tu prends le risque et c'est du ressenti. Tu es dans l'intuition, le recrutement, le management, la manière d'accompagner le changement de tes équipes, c'est de l'intuition constante et puis surtout aussi c'est encore une fois comme dans l'escalade, c'est de la répétition et c'est de se dire peut-être accompagner tes partenaires ou tes employés, c'est minimum 5 ans. Un changement maximum 5 ans, pardon. Donc ça veut dire que tout le monde ne réagit pas à la même vitesse. Donc il faut s'adapter aussi là-dessus. Il faut arriver à identifier les personnes qui sont déjà en place, celles qui vont devoir rentrer, faire que cet écosystème sera en aucun cas toxique. Donc moi je veille essentiellement à ça en fait. Aucune toxicité dans les équipes, qu'on soit toujours dans le pas en avant et même si on doit prendre un risque et on a peur d'y aller, on fait un pas en avant et on ne critique pas les autres. Enfin voilà, on n'est que sur du soft skills. La technique au final c'est de la formation, c'est de la culturation, c'est bien entendu il y a des bases hein, comme pour tout, mais moi je pense que c'est vraiment plutôt ce côté, cette appétence là qu'il faut aller chercher. Ouais. Julien, même chose chez toi aussi, socle plus soft skills comme on dit. Oui, globalement oui. Alors cette problématique, moi je l'ai rencontrée il y a quelques années quand j'ai récupéré une DSI où il a fallu que je fasse une people review, fasse évoluer tout le monde parce qu'il y a eu un changement de paradigme où la société est passée d'une majoritairement on-premise avec des logiciels qui avaient 15-20 ans.
dans l'assurance, à une logique de SaaS pour rester concurrentiel après 2 ans de Covid où il y a une digitalisation à outrance. La chose qui est très paradoxale, c'est qu'on pourrait se dire du coup tu t'es surarmé avec plein de techniciens de haut vol. En fait, pas du tout. Il a fallu trouver des soft skills, des personnes en fait qui sont venues appuyer les équipes pour mieux comprendre les métiers, accompagner la transformation, pouvoir peut-être prendre une partie de change quand c'était nécessaire et pouvoir en fait véhiculer une nouvelle image de la DSI en ne pas hésitant de mettre en place des catalyseurs. Par exemple, je cite une direction du pilotage et opérationnel et de la qualité qui a été créée dans la DSI, ce qu'on voit dans certaines boîtes américaines pour piloter les produits. Ça a été fait chez nous dans la DSI et ça a permis d'accélérer x2, je pense, en vitesse, parce que du coup, forcément, acquisition, compétences, pilotage, qualité au sein d'une DSI, qui a permis de voir émerger des talents et de voir émerger des personnes en fait, qu'il a suffi d'accompagner ou de changer de place dans la DSI pour en fait s'apercevoir que en fait, les talents étaient peut-être déjà parmi nous. Il suffisait de faire confiance. Alors oui, il y a une partie d'intuition aussi, il faut essayer quand même. Mais en expérimentant ça, le DSI, en fait, finalement, oui, il recrée un peu sa propre structure à l'intérieur d'une entreprise, mais quelque part, il arrive à faire en tout cas son chemin pour faire évoluer la qualité de ses services, non plus comme centre de coût, mais vraiment, voilà, il accompagne beaucoup plus, quoi. Donc, c'est très important de mêler les deux. Et comment on se fait, c'est une question pour tous les trois, comment on fait pour se tenir au courant? Vous demandez à vos équipes ces soft skills, vous demandez ces socles techniques, comment vous, personnellement, à titre personnel, vous restez surfé sur la vague. Donc toi, tu fais de l'escalade sans assurance, on a bien compris. Enfin, ça va, avec une corde, mais je balance les mains même si je fais 10 mètres de chute. Voilà, Laurent apprend l'espagnol, on avait compris ça aussi. Julien, toi, comment tu fais pour à titre personnel, on dit souvent que les managers sont très isolés, voire solitaires. Comment toi, tu fais pour te maintenir à jour et rester dans le hype, comme on pourrait dire, afin de faire ces pilotages des gens et des soft skills intelligents et agiles? Alors, il y a quelque chose qui a été dit, c'est le changement aussi de posture que le DSI doit avoir en partie sur sa façon de gérer ses équipes. Il faut abandonner le rôle de boss, de chef. Il faut être un peu plus leader, il faut écouter ses équipes. Et en faisant cela, en s'ouvrant un peu plus, en écoutant les métiers, en ayant une plus grande capacité d'écoute, en fait, ça vient tout seul. Si on est au contact ensuite de communautés, alors oui, il faut maintenir une bonne communauté, pas forcément un réseau LinkedIn riche avec 4000 personnes, mais il faut cibler ce qu'on veut faire, pas hésiter de partager. Et je pense qu'on a beaucoup de chance en France parce qu'il y a beaucoup de communautés de DSI en fait, qui se créent, d'associations de DSI qui se créent. Je trouve que c'est plutôt bienveillant. Et ça permet, je trouve, d'avoir pas mal de connaissances là-dessus. Après, quelque chose qui aide beaucoup, c'est de ne pas rester que dans le cercle des DSI. Donc, par exemple, Benjamin est sur la transformation métier et numérique. Le DSI doit regarder un petit peu côté transfo. Regarder comment se fait un accompagnement de déploiement dans le logiciel, comment on fait le change, pour se dire, ouais, mais du coup, je pourrais faciliter ça dans mon entreprise. Et du coup, forcément, je vais être un accélérateur plutôt qu'un frein technique. Mais pour ça, il faut justement ouvrir les chakras, parler à des directeurs orga, parler à des directeurs du développement et de les écouter. Et avec ça, je dirais qu'il n'y a pas forcément besoin de faire de la veille à outrance méthodologique, parce qu'une méthode, voilà, on le sait tous, l'agile c'est sympa sur le papier, mettez de l'agile on scale dans une entreprise en croissance, bon courage. Donc, c'est... Laurent, toi, comment tu fais pour te... Sur un petit peu de temps libre, et il m'arrive parfois de m'exercer sur mes enfants aussi. Parce que non, parce qu'un enfant, on peut pas le diriger, on peut pas tout lui céder. Il faut trouver le juste compromis que tu es obligé d'avoir avec tes équipes. Et sur des sujets comme l'IA ou autre, tu peux faire un cycle hyper court avec un enfant pour voir quelle est l'approche pour qu'il comprennent, qu'ils prennent conscience. Il y a une autre échelle, avec une autre pédagogie, tu l'adaptes à ton équipe évidemment, mais déjà ça m'a souvent servi et ça m'amuse beaucoup d'ailleurs. Voilà, donc c'est une petite originalité pour moi. Benjamin? Ouais, je pense que moi je suis pas très formation, je suis plutôt dans les échanges aux autres, les échanges qui sortent du cercle de l'activité, au-delà même de l'entreprise. Je pense que c'est aussi des bonnes occasions pour échanger tous ensemble et potentiellement avoir de vrais partages après derrière, les 10 000 connexions sur LinkedIn, aucun intérêt. Moi j'aime bien la remise en question aussi. Je pense que c'est important de savoir ce qu'on est, qui on est et se dire attends là ça le fait pas, donc être capable de voilà, alors peut-être pas tout le temps parce que sinon on s'en sort plus, mais
être capable de faire un step back et d'avancer pour le mieux. Voilà, toujours dans la recherche de la performance personnelle. Voilà. La fameuse autocritique, protocole du Parti communiste des années 60-70. Je n'irai pas jusqu'à qui se terminait par une sortir flagellation. Ouais, je ne sortirai pas la faucille et le marteau, c'est pas l'idée, hein, mais Existait. non, mais Faire son je autocritique, pense que c'est important d'avoir un jugement assez par rapport à ce qu'on fait. Oui, bien sûr. Et surtout par rapport à l'impact que l'on a sur nos équipes avant tout, hein, parce que tu faisais le lien avec tes enfants. Moi, avec mes filles, c'est pareil, mais à l'arrivée, tu dois considérer que c'est pas tes enfants, ces gens-là. Tu disais, on est très esselés, on est dans nos rôles aussi. Donc on doit arriver à faire la part belle sur ces deux équations, arriver à dispenser le bon discours, se remettre en question constamment, tout en montrant qu'on reste fort sur les assises constant autant qu'un père de famille, sauf qu'ils ne vont pas nous prendre dans nos bras pour nous faire un câlin le soir avant d'aller se coucher, quoi. D'autant que si c'était tes enfants, ils travailleraient gratuitement. Et 2 fois plus. Et 2 fois plus. Alors, juste avant, je vous demande de préparer vos questions, puisqu'on voudrait quand même avoir une petite discussion après. En une phrase, le DSI 2024, c'est quoi? Le DSI 2025, c'est quoi? Julien, une phrase. Non, 2024 et 2025. Je pense que 2024, évolution business partner. D'accord, être un business partner. Business partner, et 2025, c'est accompagner son entreprise dans la création de valeur. C'est pas la même chose, hein. Le business partner, c'est qu'on va être aux côtés du métier et plus un centre de coût. Après, on apporte de la valeur, ça veut dire que du coup, là, on participe au business, data driven et autres, ce que ça peut être. Merci. On te le souhaite en tout cas pour l'année prochaine. Merci. Benjamin? Ouais, c'est le DSI des 3 prochaines années, c'est un pourvoyeur de valeur, un pourvoyeur de valeur en ayant la capacité de prendre des risques grâce à son intuition. Voilà, je le verrai comme ça. Ouais. Très bien. De ton côté, Laurent? Chez nous, la DSI au sens large va être très très intégrée au métier de plus en plus. Donc, cette année, c'est l'accompagnement du changement avec un certain nombre de leviers, dont l'IA, mais d'autres. L'année prochaine, ça va être encore plus de prendre part à ces projets métiers, à ces projets stratégiques et quasiment être partie intégrante des équipes sans la structure managériale. Très bien. Donc j'ai entendu chez aucun d'entre vous cette espèce de besoin de faire une pause, le voyage autour du monde, le recentrer autour de soi. Non. La c'est en séance de spa. septembre. Non, vous êtes dedans et ça fait plaisir. On a besoin. Le voyager au quotidien, c'est une aventure au quotidien d'être avec les métiers et les accompagner. Ok. Dans la salle, alors, est-ce qu'il y a des DSI? Est-ce qu'il y a des gens qui avaient des questions prévues pour nos DSI? Est-ce qu'il y a des gens qui... Non, vous êtes très contents? Vous venez de passer une bonne 3/4 d'heure de sommeil? Est-ce qu'il y a des thèmes qu'on n'a pas abordés? José? Donc en fait, non, je pense qu'il y a effectivement, j'ai pas été assez précis sur les termes. Si je dois opposer, si je dois opposer deux choses, c'est l'hébergement on-premise infogéré dans un data center et les solutions SaaS. Parce que les solutions SaaS, justement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Pardon ? Oui, voilà, parce que ça permet d'aller plus vite. C'est des business enablers. Par contre, le problème, c'est qu'il y a un petit problème réglementaire derrière. Donc, du coup, ça pose d'autres questions. Et ça peut coûter cher, finalement. Ben non, il n'y a pas de problème réglementaire. Il y a juste FISA, c'est tout. Il y a juste FISA, c'est tout. Oui, c'est vrai. Et UCS, tu as suivi le débat sur UCS. D'autres questions? Laurent, non-IT dans ton équipe et agilité, Scrum Master et compagnie. Au sein de la boîte, on est 15-16 techos pour 300 personnes qui ne font pas du tout ce métier. Donc le rapport est gros. L'interaction au niveau équipe, si j'enlève les parties logistiques et magasins, que je garde vraiment que la partie plus siège, c'est pareil, hein, ils sont en surnombre, on a encore 60-70 personnes avec lesquelles on intègre. Après, le côté agile, on n'a jamais pu l'appliquer au sens biblique du terme.
C'est vraiment le fait d'être capable de leur faire exprimer un besoin très concret, avec leurs mots, avec leur formalisme, de les accompagner pour transformer ça en quelque chose de plus utilisable par une équipe de développeurs. Et ensuite, d'avoir ces mécaniques assimilées à tout ce qui est agile, sprint et compagnie, mais adaptées finalement aux personnes, aux projets, aux capacités des gens à se projeter dans la phase de test, de recettage et de mise en prod. Parce qu'il y en a, ils sont un peu cow-boys, on peut mettre en prod vite. Il y en a, il leur faut 3 semaines, 1 mois de test avant mise en prod. Et on est là pour être arbitre un peu de tout ça et accompagner tout ça. Donc c'est de l'hybride, c'est tout le temps de l'hybride. Et il n'y a pas une année où on a eu la même méthodologie projet pour avancer. Ouais, moi je dirais que société de 7500 employés très orientés chimistes, ouvriers, des fois beaucoup trop de col blanc, rien contre les cols blancs ni contre les cols bleus, mais c'est malgré tout il faut faire la différence. On a au sein de l'IT 450 collaborateurs grosso modo, avec déjà des personnes qui sont plutôt métiers. Donc ça, déjà, on a franchi ce pas-là, ce qui est plutôt positif. L'important, c'est de faire comprendre que ces personnes-là doivent aussi parler un peu tech. Et nous, encore plus chez eux, mais ce qui est facile côté IT. L'approche agile ou l'approche plutôt produit, je pense que c'est une question aussi d'ownership et de savoir où est-ce qu'on s'arrête. Beaucoup pensent que l'agilité, ça se résume à un projet. On arrête des jeux. Ça doit être vraiment, on construit quelque chose qui va avoir un cycle de vie et jusqu'au décommissionnement de ce qu'on vient de créer, l'agilité doit s'exercer. Et je pense qu'on a fait les frais, parce que moi, mes équipes opèrent le run. Donc, en gros, ils ont construit et ils ont oublié qu'il fallait aussi faire le run. Donc, moi, je leur rappelle que you build it, you run it. C'est le vrai problématique. Et rapidement, sur ce point-là, nous, on essaie de montrer l'exemple côté infrastructure en mettant un grand nombre de produits en œuvre. D'une part, pour répondre aux enjeux de ne pas dupliquer les ressources avec de l'automatisation de ces produits-là, donc avec une approche du release management, de l'Epic, tout ce qui est un petit peu le classique. On fait grandir les équipes autour de ça et au fur et à mesure, on va commencer à marketer l'approche. On va montrer que ça a du sens et que les budgets vont réduire versus d'autres sujets, d'autres projets. Alors, effectivement, dans la DSI, en tout cas dans la DSI, on commence à voir apparaître des profils plus métiers. Donc, qui ressemblent plus à ce qu'on appelait avant la MOA, avant l'avènement de l'agile. Moi, je pense que déjà, la méthode dépend du projet, mais l'agilité ne se limite pas à un projet. Parce que dans une entreprise, il faut qu'il y ait plusieurs services qui soient agiles pour pouvoir avoir des projets après d'entreprise. Après, si on met ça de côté, il faut vraiment avoir en tête que la DSI, elle doit se retrouver elle se retrouve de plus en plus avec des services et pas que des produits à fournir. Parce qu'on l'attend de bout en bout. Il y a une question sur le SaaS. Je ne produis rien sur le SaaS. Je ne fais pas de build. Enfin, je souscris un service. Par contre, il faut que j'accompagne. Il faut que je sécurise. Il faut que je fasse le lien avec toutes les fonctions juridiques du groupe pour s'assurer que tout va bien. Il faut que j'arrive ensuite à créer de la valeur, à le connecter à d'autres services, à le connecter à de l'IA. En fait, du coup, effectivement, ça dépend de la définition qu'on a. La notion aussi aujourd'hui de chef de projet, de product owner, n'en déplaise à certains aficionados de l'agile, elle est en train de converger finalement. Et le porteur, souvent, c'est une personne qui connaît plus le métier que l'informatique. Donc, même pour moi, des fois, c'est assez frustrant parce que là où je voyais plutôt quelqu'un capable de m'accompagner avec un gros profil tech, finalement, je m'aperçois qu'une personne qui arrive de la MOA ou des métiers avec une appétence digitale, en fait, fait le taf bien mieux que nous parce qu'elle est capable justement de comprendre l'importance du service à délivrer. Enfin, en tout cas, voilà. Donc ça évolue dans ce sens-là aujourd'hui, et je pense que toutes les DSI évoluent de gré ou de force vers ça, de par les demandes et l'acculturation de plus en plus facile aux technologies par les collaborateurs. Ok, merci à tous. Je suis obligé d'interrompre là ces discussions. Bien sûr, Julien, Laurent et Benjamin sont disponibles pour la conversation à l'extérieur. Merci à vous trois d'être venus. Ce n'est pas toujours un rôle facile. Tous ceux qui sont DSI sont invités l'année prochaine à venir prendre cette place-là. Comme vous savez, on a une petite difficulté de diversité. Donc, n'hésitez pas à inviter les DSI dans tous les genres possibles. Merci à tous. Et puis, suite des opérations, les plannings sont à l'extérieur. Merci beaucoup. Merci Eric.